Bonjour à tous, à ce webinaire lié au stockage et la flexibilité de l'énergie. Merci pour votre présence. On est en train de faire accepter les différentes personnes. Bienvenue donc à tous pour ce webinaire. On va parcourir un sujet qui est extrêmement évidemment important pour le cluster. Je vais faire une toute petite introduction sur le stockage très rapidement. On a étudié, voilà, évidemment, pas mal d'années que le stockage est une des applications et secteurs, chaînes de valeur sur lesquels on travaille de manière prioritaire au sein du cluster. On avait fait il y a quelques années une cartographie sur le stockage. On avait identifié plus de 70 acteurs à l'époque, il y a quand même 4 ans ou 4-5 ans qu'on l'a faite. Donc, évidemment, si vous regardez les acteurs wallons et que vous ne vous trouvez pas encore dans la liste, c'est normal puisqu'on devra évidemment actualiser cette cartographie. Et on avait fait une analyse SWOT aussi à l'époque où on a réactualisé il y a quelques mois lors d'un groupe de travail. Et donc, c'est clairement une application sur laquelle l'ensemble des acteurs du cluster se positionnent. C'est un marché qui croît de manière importante et au niveau du cluster, notre positionnement, c'est on va dire dans l'année, un petit peu comme on le fait pour H2 Hub Wallonia, donc sur la filière hydrogène. On a notre objectif de pouvoir faire vraiment une roadmap de ce qu'on est capable de faire en Wallonie sur le stockage, comme on l'a fait pour la filière hydrogène. On voit que ce travail est utile pour pouvoir cadrer finalement toutes les dynamiques de projet dans une région. Et donc, je pense que c'est important aussi pour le gouvernement wallon. Et donc, on a proposé ça dans le cadre du plan de relance de la Wallonie pour pouvoir vraiment activer le stockage en Wallonie via des roadmaps, via l'actualisation de la cartographie, via l'animation de groupes de travail spécifiques, via le soutien évidemment de montage, qui est notre métier de base, stimuler les synergies entre acteurs, projets. On voit qu'il y a toute une série de financements différents sur le stockage. Il y a des projets en montage pour le moment sur le fonds FEDER, sur lequel on va faire le lien entre l'innovation, les universités, les centres de recherche et les entreprises. Donc là, ce sera le cadre d'un autre groupe de travail. On va essayer de vous montrer les projets en devenir et voir quels sont les liens avec l'industrie. Évidemment, le lien avec les applications européennes et les appels à projets européens, le plan de relance évidemment. Et donc, on voit une opportunité de se positionner aussi bien sur le début de la chaîne que sur la fin de la chaîne. Donc, vous voyez une série de photos, c'est des membres de TUI. Donc, on peut s'occuper du recyclage, de la valorisation des batteries de seconde génération. On a des entreprises qui travaillent sur des batteries résidentielles, qui travaillent sur les matériaux, qui travaillent sur les nanotubes, qui travaillent sur le phosphate, qui travaillent sur des applications de projets pilotes, sur les piles, sur la cathode. Enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent évidemment. Et sur la fin de la chaîne, sur des applications avec des développements de projets, où on voit évidemment que l'aspect renouvelable lié au stockage prend de plus en plus d'importance. Et le dernier objectif sera la création d'un centre virtuel qui rassemble des infrastructures wallonnes. Donc là, c'est l'idée un peu, on avait organisé avec Energyville, on a été visiter de manière virtuelle leur centre. On voit qu'ils ont un battery test lab, hein, donc c'est très, très, très impressionnant ce qu'ils ont chez Energyville. Et je pense que la Wallonie a aussi de belles infrastructures, mais elles ne sont pas mises en avant de manière structurée. Et donc, je pense qu'il y a un lien fort pour pouvoir mettre en fait les acteurs de manière virtuelle ensemble, pour pouvoir proposer à l'international nos compétences. Donc, il y a toute une série d'activités qui peuvent se faire sur le stockage. Mais aujourd'hui, on va regarder vraiment l'aspect marché. Donc, le but était de regarder les applications qui ont déjà une application marché. Donc, on a fait des événements et des groupes de travail précédents qui étaient plus sur l'innovation. Et vous avez été d'ailleurs nombreux à y participer. Ici, on va regarder vraiment deux applications qui sont, on va dire, pour nous, les plus proches du marché. Et on voit qu'il y a différents types. Donc, c'était une des slides qu'on a repris d'un groupe de travail qu'on avait fait avec Energyville. On voit que pour les applications de stockage, notamment ici batterie, on voit qu'il y a toute une série d'éléments de valorisation économique qui peuvent se faire au niveau du stockage, que ce soit au niveau du marché de la fréquence Elia ou du marché DED, intraday, l'inbalancing, l'autoconsommation ou le peak shaving. On voit toute une série d'éléments qui peuvent venir valoriser un élément de stockage. Et donc aujourd'hui, on va regarder évidemment l'aspect batterie
qui peut évidemment venir reprendre quelques aspects de valorisation ici. Et donc, je laisserai évidemment les orateurs mentionner les valorisations qu'ils supposent. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer des systèmes qui lient fréquence, mais aussi autoconsommation. Et alors, il y a des systèmes, et donc ça, c'est avec des batteries, mais alors, on va regarder aussi aujourd'hui une autre technologie, qui est évidemment la technologie majeure historique du stockage qu'est le pompage-turbinage. Et donc là, on va regarder aussi les types de valorisation et on va regarder aussi techniquement comment ça fonctionne et dans les projets actuels. Et donc là, c'est plutôt sur l'in-balance, en type de valorisation, mais aussi de l'autoconsommation. Et donc, on va regarder finalement aujourd'hui deux types d'applications avec deux types de différentes valorisations. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, les 2-3 actions à venir du cluster. On a un événement sur l'hydrogène qu'on organise avec Agoria le 24 juin. Le but est de mettre en avant l'IPCEI, donc dans le plan de relance. La Wallonie a décidé de cadrer grande partie de son plan de relance, en tout cas dans l'aspect énergie, sur l'IPCEI européen. Donc, c'est la création de chaînes de valeur européennes, notamment sur l'hydrogène. Et là, on invite le cabinet Borsu et le cabinet Henry à montrer un peu leur vision sur ça et voir les applications qu'on peut avoir. Et là, ce sera sur l'hydrogène, donc le 24 juin, qui fait partie de notre réflexion, donc H2O pour Wallonia. Une autre manière de stocker l'énergie, donc l'hydrogène, on l'a évidemment, est aussi une manière de stocker l'énergie de manière long terme. Une autre manière très intéressante de stocker l'énergie électrique à terme, c'est les voitures électriques et voire les camions, et donc la mobilité. Et donc, on fait un événement le 17 septembre. La particularité de cet événement, c'est en présentiel à Namur, dans le pavillon de la Citadelle. Et donc, là, on vous invite évidemment à tous enfin nous retrouver après plus de 14 mois d'abstinence. Et donc, on va se voir sur un événement qui se veut aussi assez sympa, puisqu'on prendra le téléphérique. En tout cas, si vous le souhaitez. Et donc, on a différents aspects sympas dans l'événement. Donc là, on vous invite vraiment de venir, parce que la mobilité électrique est clairement touche tous les acteurs aussi du cluster. Et il y aura vraiment l'impact de la mobilité électrique sur le réseau, et aussi la présentation de projets qui étudient l'impact de la mobilité sur le stockage et sur le peak shaving. Donc, on est en plein milieu des sujets prioritaires du cluster et du jour. Et dernière chose, le 21 septembre, on aura un webinaire sur le nouveau droit des énergies renouvelables. Donc, chaque membre a reçu au moins un livre donc sur ce nouveau droit des énergies renouvelables. Donc, un contact a reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, ben, il y aura une présentation de ce webinaire. Et c'est important, puisque dans le cadre du livre qui a été fait par deux juristes, dont Guy Bloch, qui est un expert en énergie, ben, on voit l'impact de plus en plus important des régulations et de la législation sur les business models, et notamment sur le stockage, sur le CRM, sur différents aspects qui seront abordés et qui sont abordés en fait dans ce livre. Et donc, je pense que c'est vraiment important. De plus en plus, la législation prend une part importante, et c'est clair qu'on va encore parler aujourd'hui d'applications dont le tarif et la tarification du marché énergétique est en fait prioritaire. Et donc, c'est clair qu'on doit aussi mettre notre nez dans la législation, et de plus en plus, le travail du cluster est aussi de veiller à ce que la législation soit en phase avec les projets qu'on peut monter. Et donc, on vous invite le 21 septembre à vous connecter, et aussi à lire le livre pour ceux qui l'ont reçu pendant l'été, parce que le but est aussi de poser les questions à ceux qui ont écrit le bouquin. Donc voilà pour les prochaines activités. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, hop, voici. Donc, je vais laisser la parole en fait, à trois orateurs aujourd'hui pour la première présentation du projet Historlux, puisque c'est une collaboration entre plusieurs acteurs. Et donc ça, c'est finalement
un petit cluster qui a été créé sur cet aspect batterie industrielle. Et donc, on va avoir une contribution de 3 personnes. Thibaut Kettel, qui est le sourcing et sales manager de Centrica. On a Cédric Legros, qui est investment manager à la SRI Environnement avec une spécialisation en énergie. Et Pierre Bayard, qui est le CEO de Renteport Green Energy. Et donc, à 3, ils vont présenter ce projet majeur en Wallonie de 10 mégawatts à Bastogne. Et donc, je leur laisse la parole pour la présentation. Je précise aux personnes connectées qu'ils peuvent utiliser le chat, la partie conversation, pour pouvoir poser des questions. On en reprendra après chaque partie. Donc, il y aura 2 parties. Donc, il y aura Estorlux et puis la partie PEPS, qui est donc sur la partie pompage-turbinage. Et donc, on fera une partie de questions-réponses. Donc, utilisez la partie chat pour ce faire. Donc voilà, je laisse la parole, je pense, à Thibaut pour l'introduction. Oui, merci Cédric, merci pour l'intro. Effectivement, je vais essayer de garder un œil sur le chat en même temps. C'est tout un métier hein, Je le de ferai, je faire le ferai, je le vos ferai, webinaires. Thibaut. Je le ferai hein, pour Euh, l'œil sur le chat, t'inquiète et pas. effectivement, comme tu le disais, je nous souhaite à tous que ce soit le dernier webinaire qu'on fasse et qu'on ait place à des événements physiques qui nous permettent effectivement un petit peu plus d'interaction. Euh, donc voilà, donc nous on a choisi effectivement avec le consortium Esterlux et je laisserai la parole après à Cédric et Pierre de rentrer vraiment dans un cas concret front of the meter batterie et de vous partager un petit peu quelles sont les pistes de valorisation possibles, ce qui fonctionne pas. Et on va diviser effectivement la présentation en 2 parties. D'une part, revenir sur ce que nous, on appelle un projet effectivement front of the meter batterie et quels sont un peu les critères de succès. Et puis ensuite, derrière, de présenter un petit peu quel est le rôle de Centrica en tant, alors dans le grand public, on entend parler d'agrégateurs, etc. Je préfère nous définir comme battery optimizer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait cet accès marché et cette génération de revenus sur ces batteries ici en Belgique. Alors voilà, en termes de contexte, effectivement, 2 petits articles que j'avais pris pour situer le contexte. En novembre 2020, en fait, Centrica et Starlux annonçaient leur partenariat justement pour la mise en service opérée par Esterlux et en propriété de ce consortium de ce parc de batterie dans la région de Bastogne. Et puis nous, effectivement, aussi de notre côté, sur un autre projet qui est dans les grandes lignes similaires, on annonçait aussi 1 mois plus tard la première mise sur marché en simultané à la fois en réserve primaire, donc la partie FCR, et à la fois en réserve secondaire, donc la partie FRR d'une batterie. Et finalement, c'est la combinaison de notre technologie avec le savoir-faire des Starlux qui nous permet aujourd'hui de faire ce genre de projet et aussi d'en proposer à l'avenir pour des industriels qui seraient intéressés par ce type de projet. Voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que Renaud, tu peux passer au slide suivant du coup? Voilà, donc pour présenter rapidement Centrica, puisque en dehors effectivement de la partie batterie, on fait pas mal d'autres choses, mais Centrica, c'est issu d'un groupe anglais de la structure British Gas, et le point commun de toutes les solutions qu'on propose sur le marché, c'est qu'on met à disposition des solutions de production ou de gestion d'énergie décentralisée à destination de gros consommateurs d'électricité, donc principalement des industriels. Ces solutions, elles favorisent d'une manière ou d'une autre la transition énergétique, soit de ces industriels, soit d'un pays donné. Et l'idée, c'est qu'à l'intérieur de cette boîte à outils, on a un certain savoir-faire en batterie et en optimisation de batterie, donc la capacité à générer des revenus sur ces unités de stockage sur les marchés demand response, comme on appelle ça, d'Elia. Je vais y revenir par la suite. Et en fait, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui puisque la Belgique fait partie de notre pays test et fer de lance au niveau mondial chez Centrica dans le domaine de ces optimisations de batterie. Donc voilà un petit peu l'état des lieux chez Centrica et je vais laisser la main maintenant à Cédric pour présenter effectivement le consortium et le projet. Je reviendrai après sur notre rôle de battery optimizer à la fin de la présentation. Merci Thibaut. Donc un mot sur les acteurs. Donc la SRI Environnement. Donc la SRI Environnement est une filiale de la SRI W, spécialement dédicacée à l'investissement dans les secteurs environnement et énergie. Alors 2 axes au niveau du secteur de l'énergie. L'investissement et le financement de sociétés actives, la fourniture de services et technologies sur le secteur de l'énergie et également les infrastructures énergétiques. Donc là aussi, on a 2 aspects, c'est-à-dire les projets, on va dire, classiques qui utilisent des technologies matures, l'éolien offshore, l'éolien onshore, le solaire, dans lequel la SRI W Environnement joue un rôle d'investisseur, en prenant très tôt le risque de développement. In fine, on intervient pendant la période de développement ou au plus tard en début de phase de construction.
Et par contre, un deuxième créneau que sont les projets innovants, ou en tout cas soit des technologies innovantes où il y a des business models innovants. Là, la SRI Environnement va également jouer son rôle classique d'investisseur, mais aussi va prendre un rôle de leader dans le développement dans ce type de projet. C'est ce qui nous a amené à co-développer ce projet Easterlux avec Renteport Green Energy. Je vais laisser Pierre Bayard se présenter et présenter sa société. Voilà, Renteport Green Energy, c'est en fait une filiale principalement du groupe Ackermans van Aren, un des plus gros family office belges listés en bourse de Bruxelles. Bruno van der Vuren fait aussi partie du capital, donc le fondateur de l'Empiris. C'est un véhicule qui a été créé en 2006 dans l'idée de créer un business de type concession à côté des activités de DME, donc l'entrepreneur maritime qui est une des activités principales du groupe Ackermans van Aren. Sur un pilier qui était le développement de zones industrielles portuaires as a service, sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre maintenant, si ce n'est que c'est de là que vient notre nom. Et l'autre pied qui était énergétique, avec le fondateur de l'Empiris, de Renteport Green Energy, Marc Stordio, qui avait joué un rôle tout à fait proéminent dans le développement du parc éolien offshore pionnier Sea Power. Et dans la foulée, Renteport Energy a obtenu la concession Rentel, ce qui nous a donné un pied dans le financement des énergies éoliennes offshore via la holding Otari, qui a développé 3 parcs éoliens offshore, dont 2 ont été fusionnés. Et donc voilà, depuis 6-7 ans, on essaye de diversifier notre portefeuille d'assets et il a fallu attendre d'une part l'évolution des besoins, d'autre part l'évolution de la technologie et enfin notre partenariat avec la SRI Way et aussi avec les deux autres partenaires derrière le projet Easterlux qu'on va présenter un peu plus tard pour toucher au but. Et voilà, en ce qui me concerne. Alors, pour commencer la présentation, on voulait peut-être répondre à des questions qu'on nous pose régulièrement. Donc, quand on a communiqué sur le début du projet, sur le fait qu'on avait atteint le financial close pour le projet Easterlux, il y a plusieurs acteurs industriels qui nous ont contactés pour envisager des projets de batterie à développer sur leur infrastructure. Et on entend un peu des questions récurrentes. Alors, la première auquel on répond, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est impossible de stocker l'électricité. En fait, c'est totalement possible, peut-être pas sous la forme d'énergie électrique, sauf dans des applications très particulières, mais en tout cas sous forme de conversion avec de l'énergie potentielle électromécanique et aussi mécanique si on voit le pompage turbinage dont on parlera plus tard. Et vraiment un game changer dans la faisabilité technologique du stockage électrique, c'est l'avènement des batteries lithium-ion ces 10 dernières années, qui ont énormément augmenté en performance et diminué en coût, et qui sont maintenant, qui rendent de manière totalement technologiquement faisable le stockage de puissance allant de 1 kW au gigawatt pour des capacités énergétiques de typiquement une demi-heure à une demi-journée. Donc ça, c'est le temps qu'on met pour charger ou décharger une batterie quand on la charge ou on la décharge à pleine puissance. Et pour les durées de stockage, donc on peut faire transiter de l'énergie jusqu'à l'intérieur d'une journée ou l'intérieur d'une semaine. C'est-à-dire qu'on peut vraiment stocker du solaire à midi pour le réinjecter le soir, c'est pas impossible. On peut stocker du solaire le lundi pour les réinjecter le mardi. Par contre, pour stocker l'énergie sur de longues durées, c'est pas une technologie qui est vraiment utile parce qu'elle s'auto-décharge d'une part et parce qu'en termes de densité énergétique, c'est pas super efficace. Donc, ça ferait des projets qui auraient très vite une très grosse empreinte au sol. Si c'est techniquement faisable, c'est pas forcément économiquement viable. Et il y a 2 business cases principaux qu'on voit pour le développement de projets de batterie au niveau mondial. C'est d'une part la combinaison avec les énergies renouvelables, mais là on se trouve surtout sur des petits systèmes en îlotage ou alors des systèmes qu'on veut isoler du réseau, mais ce n'est pas encore une alternative économiquement faisable à l'échelle du réseau européen du stocker du solaire quand il y en a pour le réinjecter quand il n'y en a pas. Et d'autre part, ce qu'on voit justement sur ces réseaux interconnectés, on voit qu'il y a beaucoup de batteries qui sont vraiment à
à disposition du réseau et qui permettent de le stabiliser, justement pour permettre qu'il y ait un équilibre parfait entre les injections et les prélèvements sur le réseau dans un contexte qui est de plus en plus challengeant, puisqu'il y a une part de plus en plus importante des unités qui vont être accordées au réseau, dont il est difficile de prévoir leur état à l'avance, puisque les énergies renouvelables ne sont pas parfaitement prévisibles à l'avance. Et d'autre part, on a énormément de choses qui se développent aussi au niveau des consommateurs, qui rend leur production pas forcément lisible et la manière dont ils vont réagir au prix un peu plus complexe. Donc voilà, ça existe, c'est techniquement faisable et économiquement, ça dépend des configurations sur lesquelles on se trouve. Et ça, on va rentrer un peu plus dans les détails ultérieurement dans la présentation. Merci Pierre. Donc le projet Historlux, c'est un projet qui a été développé par Renteport Green Energy, la SRI Environnement et également la Socofe et Idelux. Donc sur ce slide, vous voyez les différents articles qui sont parus lors du bouclage de notre financement fin d'année dernière dans la presse belge et dans la presse spécialisée. Alors, Historlux, c'est un projet qui a été développé sur le parc d'activités économiques de Bastogne. C'est un projet de 10 MW avec une durée de stockage de 2 heures, donc 20 MWh. On a bouclé le financement de ce projet en octobre 2020. On est en train de terminer la construction là maintenant. Historlux va devenir propriétaire de ces installations courant juillet et on va débuter l'exploitation avec notre partenaire CBS au cours de septembre de cette année 2021. Alors Historlux, effectivement, est assez novateur sous plusieurs aspects. Premièrement, c'est un projet qui a été développé sans subside, sans soutien public, sans contrat long terme avec le gestionnaire de réseau. C'est clairement un projet qui est exposé aux fluctuations de marché. Mais malgré cela, on a réussi à mettre en place un financement sans recours. Financement sans recours, c'est-à-dire sans recours envers les actionnaires, au-delà de l'equity qu'ils ont été amenés à financer pour une partie du projet. C'est clairement, un des aspects novateurs sur les infrastructures énergétiques depuis un certain nombre d'années. Le deuxième aspect, c'est la durée de stockage. Une durée de stockage de 2 heures, qui est plus importante que ce que l'on peut voir sur les autres projets en Europe, où généralement on se situe entre 30 minutes et 1 heure de stockage. Et ça nous permet de nous positionner de manière unique sur des énergies sur des services à forte intensité énergétique. C'est-à-dire qu'on veut être activé de manière régulière, très régulièrement et sur des périodes plus longues que ce qu'on peut voir sur les projets qui sont en ligne pour le moment, qui effectivement, la capacité est disponible, mais ils sont activés rarement ou sur des périodes assez courtes. Pour le moment, au niveau du Benelux, c'est le projet le plus important en termes de nombre de mégawattheures. C'est le premier projet connecté sur le réseau Elia. Et c'est également, pour l'Europe continentale, le premier projet qui utilisera le nouveau produit de Fluence, le GridStack, dont vous pouvez apercevoir ici le produit sur l'illustration sur le slide. Alors, le credo d'Historlux, ça a été de dire, en fait, le stockage par batterie a atteint la rentabilité sur les marchés de la flexibilité intraday. Clairement, on peut développer ce type de projet sans support en ayant un positionnement intelligent sur les marchés. Et clairement, ça va fournir une alternative aux générateurs thermiques pour stabiliser le réseau. Et on est convaincu qu'avec l'augmentation de la pénétration du renouvelable dans le mix énergétique et la diminution des coûts des batteries à l'avenir, clairement, le stockage par batterie va également devenir rentable sur le marché de la flexibilité en DV8 et permettra de fournir une alternative complètement économiquement viable aux générateurs thermiques, aux centrales thermiques, pour fournir la pointe, voire le baseload également. Donc en fait, l'ambition d'Historlux, in fine, c'était de démontrer qu'il existait un business model front of the meter qui était exposé aux fluctuations de marché, mais qui était technico-économiquement viable, rentable et surtout bancable. Parce que la bancabilité allait nous permettre, et va nous permettre, on l'espère, de répliquer ce type de projet à grande échelle pour permettre au stockage par batterie de jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique
en Belgique. In fine, voilà pour l'ambition du premier projet Historlux et on va dire pour la suite des événements. Alors ce slide, pour illustrer nos propos, ici, ce qu'on peut voir ici en haut dans le centre, au centre du slide, donc une journée en juin 2019, vous voyez l'évolution du prix des EVED sur cette journée avec un spread à l'achat et à la vente, un spread achat-vente de 27 € du mégawattheure. Clairement, sur ce type de marché, une batterie ne sera pas rentable. Effectivement, pas encore à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle. Par contre, si on regarde un peu plus ce qui se passe sur les autres marchés, ce qui s'est passé lors de la journée, de la même journée, donc le 7 juin 2019, ici vous avez le graphe, un graphe montrant les prévisions de la production solaire photovoltaïque dans cette journée. Donc vous avez la ligne grise qui, on va dire, vous montre la prévision le jour d'avant en DED. Vous voyez déjà que la prévision intraday, donc la prévision le jour même, on voit une diminution de la production photovoltaïque. Mais in fine, ce qui s'est passé réellement, quelle production photovoltaïque a été délivrée, elle est montrée par la courbe orange. Donc on voit que concrètement, il y a une grosse couverture nuageuse qui est apparue. Clairement, la production photovoltaïque n'a pas pu délivrer ce qui était prévu. Donc concrètement, ce type de phénomène va créer des tensions et une certaine problématique sur le marché de l'imbalance. Et donc concrètement, on peut voir que là, on n'a plus des spreads de 27 € du mégawattheure, mais on est des spreads aux alentours de plus de 1 000 € du mégawattheure. Là, clairement, c'est un game changer et avec ce type de spread, la batterie, clairement, peut devenir rentable. Maintenant, vous allez me dire, effectivement, ce ne sont pas des spreads qui se passent tous les jours, c'est clair, même si on en voit de plus en plus souvent et de manière plus régulière sur le marché. Mais sur le marché de l'imbalance, clairement, des spreads qui dépassent la centaine d'euros du mégawattheure, c'est quelque chose d'assez régulier. Et c'est ce qu'il faut pour pouvoir permettre à une batterie d'être rentable. Il faut atteindre ce niveau de spread, mais aussi avec une fréquence relativement importante, parce qu'il faut permettre à la batterie de pouvoir faire 2 à 3 cycles par jour. Alors, sur le côté droit du slide, vous voyez un article du Guardian. Là, c'est pour illustrer un autre, on va dire, de nos credos, qui est de dire il faut des capacités flexibles spécifiquement dédiées à la flexibilité et donc fournir une alternative aux centrales thermiques. Concrètement, ce qui s'est passé ce jour-là, et plusieurs fois, en fait, encore une fois, au Royaume-Uni, ce n'est pas arrivé une seule fois. Donc, on est dans un paradigme où il y a beaucoup d'énergie renouvelable disponible. Ça veut dire, in fine, que les centrales thermiques sont poussées hors du marché. Il restait quand même 1-2 centrales thermiques pour assurer la stabilité du réseau. Très bien. Mais à ce moment-là, le Royaume-Uni a joué de malchance, mais ce n'est pas arrivé qu'une fois et c'est une situation qui peut se reproduire. Il y a eu un problème sur une ligne, ce qui a rendu une des 2 centrales thermiques indisponible. Et sur l'autre centrale thermique, il y a eu un problème technique. Ce qui fait qu'in fine, le gestionnaire de réseau a été confronté au problème. Il avait besoin de capacité de flexibilité pour stabiliser son réseau, mais il n'était plus disponible. Donc, c'est amené, in fine, ça a forcé le gestionnaire de réseau à délester son réseau et à couper certaines régions du réseau électrique. C'est amené, donc ça veut dire conséquences sur les industriels qui ne peuvent plus produire et sur, par exemple, le trafic ferroviaire qui était complètement à l'arrêt. Donc, tout ça pour illustrer notre propos qui est de dire, dans la transition énergétique, on a réellement besoin de capacités flexibles, spécifiquement dédiées à cette flexibilité, et on est convaincu que les projets de batterie, notamment, peuvent amener et peuvent pallier à cette problématique. Alors, sur on va dire, 2 mots sur notre plan de développement, et puis pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce que le stockage par batterie peut amener aux industriels. Donc, nous, concrètement, notre plan de développement est en 2 étapes. La première étape, c'est arriver à un portefeuille de projets d'une centaine de mégawatts d'ici 2023, en doublant chaque année notre portefeuille de projets, en axant effectivement des projets front of the meter type Historlux, mais en développant également le behind the meter, donc en intégrant la batterie au sein de la stratégie énergétique des industriels, et on va y revenir par la suite. Et l'objectif, c'est d'être prêt à l'horizon 2025-2026 à pouvoir absorber des projets beaucoup plus importants, des projets que l'on peut voir dans d'autres parties du monde, en Australie, en Amérique du Nord, mais également au UK. Alors, OK, ce n'est pas la même chose, le paradigme est différent, mais le paradigme va aussi arriver chez nous.
avec l'augmentation de la pénétration du renouvelable dans le mix énergétique, et plus spécifiquement en Belgique, la création de la deuxième zone offshore et la sortie du nucléaire. Clairement, on est convaincu qu'il va y avoir des projets de batterie d'une capacité beaucoup plus importante qui vont voir le jour, et notre objectif, c'est d'être présent pour pouvoir développer ce type de projet. Alors, justement, quelle proposition, quelle valeur apporter aux industriels? Ben justement, c'est mettre la batterie au centre, ou en tout cas, l'introduire au sein de leur stratégie énergétique et voir le stockage par batterie comme un service. Nous, clairement, on peut gérer ce type de projet de A à Z, de l'étude de faisabilité du dimensionnement de l'installation jusqu'à la gestion de l'exploitation, la gestion de la durée de vie. Clairement, ça veut dire quoi? Ça se traduit par le sourcing et la sécurisation des différentes couches de revenus, les différents types de revenus qui sont nécessaires pour que ce projet soit rentable. Notamment, ça nous amène à parler, ça nous amène à créer des partenariats avec Centrica Business Solutions. Mais également, on gère l'aspect à fourniture de l'installation, non pas uniquement pour la construction, mais également pour la maintenance et pour l'apport des garanties de performance qui y sont associées. Et évidemment, quand on a tout ça, il faut mettre tout ça en musique. Il faut gérer ce puzzle contractuel. Ça demande une allocation des risques qui doit être appropriée, mais surtout optimale, afin de permettre le financement sans recours et la maximisation du levier financier qui est apporté. Donc ça, voilà, c'est clairement quelque chose, c'est notre métier de développeur, c'est quelque chose qu'on sait faire. C'est clair qu'on est indépendant, on construit divers partenariats, mais c'est clair qu'il y a cette indépendance qui joue aussi en notre faveur. Et alors, parallèlement à ce métier de développeur, dans notre ADN, il y a également un ADN, le côté investisseur, et avec cet investisseur qui est prêt à prendre du risque. Donc, c'est clair que nous, prendre du risque marché, ce n'est pas un souci, c'est quelque chose qu'on a décidé d'assumer il y a quelques années et qu'on a démontré notamment avec Historlux. Et clairement, étant actif sur les infrastructures énergétiques depuis un certain temps, on connaît le payback, les attentes de payback par rapport à ce type d'actifs, et c'est quelque chose qu'on a intégré et qui satisfait nos sponsors. Contrairement peut-être à des industriels qui, quand ils doivent allouer des capitaux à des projets qui ne sont pas dans leur core business, préfèrent clairement avoir un return beaucoup plus rapide sur 1, 2, 3 ans. Et là, on peut leur apporter une alternative en cofinançant avec eux ou même en finançant à leur place, in fine, sur base de ce que les Energy Saving, sur base du modèle qui a été développé par les Energy Saving Company. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, c'est in fine, qu'est-ce qui peut créer de la valeur au sein d'un gros consommateur, au sein d'un industriel, et qu'est-ce qui ne crée pas de valeur? Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que clairement, pour le moment, à l'heure actuelle, parce qu'encore une fois, le marché change, le marché évolue, et donc clairement, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. À l'heure actuelle, décaler dans le temps l'injection d'énergie solaire ou d'énergie solaire photovoltaïque ou d'énergie éolienne, clairement, ça n'a pas grand intérêt, ça n'apporte pas de la valeur. Tout comme décaler le prélèvement. Décaler dans le temps son prélèvement pour profiter des périodes de forte abondance d'énergie, là non plus, ça ne crée pas de la valeur. Un dernier élément qui ne crée pas de la valeur, c'est fournir des réserves ou faire de l'arbitrage, des réserves aux gestionnaires de réseau ou faire de l'arbitrage sur les marchés d'imbalance, alors que l'on doit modifier le profil de prélèvement, le profil de consommation de l'industriel chez lequel on est. Là, ça va aussi être effectivement, ça ne va pas amener de valeur parce qu'on va être amené à supporter des grilles de fees qui vont clairement tuer ce type de projet. Donc, effectivement, là, c'était sur le côté un peu négatif, ok, où la batterie, le stockage par batterie peut apporter de la valeur, on y vient. En fait, il y a 3 situations principales qui vont apporter, où la batterie, ou le stockage par batterie va clairement apporter de la valeur. La première, c'est quand on est au sein d'un industriel, d'un gros consommateur qui autoconsomme, soit de l'énergie éolienne, solaire qu'il autoproduit ou qu'il achète via un corporate PPA. Là, clairement, il y a moyen de maximiser cette autoconsommation avec la batterie et d'arriver à des taux d'autoconsommation jusqu'à 40-50%. Clairement, là, c'est un très, très grand… La batterie peut jouer et peut avoir un gros levier en termes de valeur, d'apport de valeur. La deuxième chose, c'est qu'au niveau des industriels, des gros consommateurs qui intègrent de l'autoconsommation, ça détériore clairement leur profil de consommation résiduelle. Ces détériorations, ils vont devoir en supporter une augmentation des coûts, in fine, des coûts de sourcing liés à l'électricité restante qu'ils doivent aller chercher sur le réseau.
introduire une batterie dans leur stratégie énergétique va permettre d'améliorer la qualité de ce profil résiduel et va permettre d'éviter ce surcoût lié à cette dégradation du profil. Et alors, la troisième chose, c'est qu'effectivement, si on arrive à être vraiment behind the meter et à rester caché derrière les prélèvements, le profil de prélèvement, le profil de consommation de l'industriel, tout en rendant des services à Elia ou en allant faire de l'arbitrage sur le marché, la batterie sera à même de créer de la valeur. Alors, encore une fois, il faut l'ensemble, il faut cette combinaison. Il ne faut pas exclure un élément ou favoriser un autre. Il faut vraiment avoir l'ensemble de cette combinaison pour pouvoir amener un projet à ce qu'il devienne rentable et à ce qu'il devienne bancable. Parce que la rentabilité, c'est bien, mais clairement, l'aspect bancable est d'autant plus important. Alors ça, c'est pour les éléments principaux. Après, on a des éléments plutôt secondaires, type l'écrêtage, donc essayer de lisser les pics sur le profil résiduel après l'autoconsommation du renouvelable, voire même après avoir intégré une stratégie de charge-recharge de véhicules électriques. Clairement, on voit dans l'avenir la tendance que ça prend, notamment en Flandre, avec l'introduction d'un nouveau mécanisme tarifaire au niveau des DSO. C'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. On va vers cette tendance et cet écrêtage va amener une valeur de plus en plus importante. Alors clairement, quand on est au sein d'un industriel, un autre élément, quand on est au sein d'un industriel ou d'un gros consommateur qui a ou veut avoir des infrastructures de charge-recharge pour les véhicules électriques, avoir une batterie, c'est clair que ça fait tout son sens pour gérer de manière plus intelligente cette stratégie de charge. Et également, ça a son sens dans le sourcing pour obtenir de l'électricité verte et locale. Et alors, il y a également d'autres, on va dire, d'autres axes de création de valeur plus secondaires. Okay, la batterie peut jouer le rôle du PS, la batterie peut améliorer la qualité de la puissance délivrée, elle peut compenser cette réactif, elle peut compenser le réactif. Et donc, concrètement, voilà les différents éléments sur lesquels le stockage par batterie peut créer de la valeur et ne peut pas créer de la valeur. Et je vais laisser la parole à Thibaut pour parler un peu plus en détail de ce que CBS fait en tant que batterie optimizer. Merci Cédric. Donc voilà, pour enchaîner sur ce que disait Cédric, dans la zone de création de valeur de la batterie, donc il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs effectivement piliers de valeur, je dirais. Celui sur lequel on travaille pour le compte d'Extorlux en tant que, je dirais, partenaire technologique ou en tant que battery optimizer, c'est celui de notre rôle historique qu'on tient en Belgique quand on s'appelait Restore avant et maintenant donc Centrica Belgique. C'est celui effectivement de Balancing Service Provider pour le compte d'Elia. Donc on fait partie des Balancing Service Provider, des BSP qui sont enregistrés effectivement au sein d'Elia pour délivrer ces services de balancing. Et donc, en tant qu'agrégateur, on va pouvoir monétiser cette batterie sur le marché. Le business model est très simple. On récupère des paiements pour ces services de la part d'Elia et puis après, on les repartage entre nous et bien sûr le propriétaire de l'asset flexible, que ce soit une batterie ou aussi effectivement un broyeur chez un cimentier, un four chez un métallurgiste, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est effectivement que nous, on s'occupe de trader les mégawatts flexibles de cette batterie et d'essayer de trouver des stratégies marché, des stratégies de pooling avec d'autres équipements flexibles. Là, on construit en fait des pools qu'on va mettre aux enchères dans les marchés d'Elia. Et l'idée, c'est de maximiser les revenus tout en essayant de minimiser au maximum le risque de pénalité sur ces marchés-là. En général, notre business model, il consiste en un partage de revenus, ce qui fait qu'on a des intérêts très alignés avec les investisseurs et les propriétaires de ces assets, puisque on est incentivé ou, je dirais, désincentivé sur les profits et le risque de pénalité. Voilà. Concrètement, derrière la technologie, c'est quoi? C'est des algorithmes qui ont été développés par Centrica depuis une dizaine d'années environ, qui ont été brevetés et qui nous permettent d'opérer en temps réel cette virtual power plant, cette VPP comme on l'appelle, et qui nous permet effectivement d'aller monétiser ces équipements. Voilà. Cédric, si tu peux passer au slide suivant. Voilà. Donc, plus concrètement, sur une batterie, en tant que Balancing Service Provider pour Elia, mais surtout voilà, Battery Optimizer sur une batterie, on va avoir cette stratégie. En fait, on va essayer de mettre sur le marché en temps réel, à la fois en réserve primaire, donc ce qu'on appelle la FCR,
Et en réserve secondaire, ce qu'on appelle la FRR en Belgique, on va valoriser en temps réel et procéder à des arbitrages temps réel entre ces deux marchés sur ces batteries. Alors, c'est la stratégie à l'instant T. Comme le disaient Cédric et Pierre, ces marchés sont amenés à évoluer. On changera peut-être de stratégie à l'avenir. Mais à l'heure actuelle, la meilleure façon de monétiser ces équipements-là, c'est d'avoir le best of both worlds, comme on dit, donc c'est-à-dire de profiter effectivement des fluctuations de revenus, à la fois de la réserve primaire et de la réserve secondaire, et de jouer en fait sur les propriétés techniques différentes de cette réserve. La réserve secondaire, elle va être très, très intensive en énergie, et à l'inverse, effectivement, sur la réserve primaire, on va principalement bider de la puissance. Et donc, l'idée, effectivement, c'est qu'on a des algorithmes qui aident nos traders à la décision en faisant une analyse effectivement des prix, du risque d'activation, en regardant en même temps, par exemple, le state of charge de la batterie pour voir effectivement est-ce qu'on peut plutôt la valoriser en réserve primaire ou secondaire. Et donc, voilà, c'est ça notre science, je dirais, qu'on met à disposition du porteur projet, donc d'Extorlux, dans le cadre de ce projet-là. Comment ça se passe un tout petit peu plus en détail pour vous donner quelques exemples concrets? Cédric, si tu peux juste passer sur le slide suivant. Voilà, alors ce que nous, on appelle cette stratégie multimarché temps réel, c'est assez compliqué de la simplifier et de l'expliquer en quelques minutes, mais en gros, si vous voulez, on va avoir une stratégie donc, de pooling avec ce qu'on appelle des supporting assets. Donc, ça va être des équipements qu'on va aller, moi c'est mon job notamment chez Centrica, d'aller sécuriser des contrats avec des industriels qui vont effectivement nous confier leur flexibilité à valoriser au sein d'un marché. Et par exemple, lorsqu'on va avoir des activations sur la partie AFRR qui sont très, très intensives en énergie, peut-être que la batterie ne va pas réussir à parfaitement les délivrer toute seule. On va entourer et protéger la batterie avec des supporting assets, donc virtuellement, dans le but de délivrer ces activations auprès d'Elia et d'aller chercher un plus gros volume de valorisation tout en minimisant le risque de pénalité. Et donc, l'idée, c'est qu'à travers ces algorithmes, on va pouvoir faire effectivement chaque jour cet arbitrage entre ces différents produits. On va agréger un certain nombre de paramètres sur la Belgique qui vont nous aider effectivement à prendre cette décision-là. On va aussi effectivement essayer d'avoir cette stratégie de compromis, je dirais, entre la gestion de la charge de la batterie, la gestion des cycles. Souvent, les propriétaires de batteries vont nous donner des limites de cycling par an ou par jour que l'on doit respecter. On va essayer en temps réel de gérer l'ensemble de ces contraintes afin de sortir la meilleure valorisation possible. Et donc, la spécificité, je pense, de Centrica sur ce marché, c'est que ces algorithmes, on les opère depuis à peu près une dizaine d'années, aussi en MFRR et dans différents pays auprès d'industriels. Et puis là, ça fait à peu près 5 petites années qu'on les met au service, effectivement, d'unités de stockage. Et on commence à avoir un certain recul, que ce soit en Angleterre, aux expériences, effectivement, sur ces stratégies de valorisation. Je ne rentrerai pas plus dans les détails à ce stade, mais après, vous pouvez bien sûr nous contacter et nous adresser des questions. On peut rentrer bien plus dans les détails en dehors de cet appel-là. Mais voilà, l'idée à retenir, c'est de se dire, on fait une stratégie valorisation temps réel multimarché. On essaye effectivement de gérer notre risque en oscillant entre ces différents produits. S'il y a besoin, on fait un petit peu d'arbitrage aussi sur les marchés. Et l'idée, c'est de garantir le meilleur revenu possible aux porteurs de projets. Puis ensuite, on peut décliner ça sur différents business models, avec des revenus garantis, sans revenus garantis, etc., etc. Il y a plein de possibilités derrière. Et donc, si je dois conclure sur, et c'est vrai que si tu veux bien m'amener sur mon dernier slide, et ça, on va parler. C'est vrai que tu peux juste passer sur le dernier. Écoute, je suis passé sur le dernier. C'est possible. Je tente. Je ne sais pas si. Est-ce que vous m'entendez encore là? Vous m'avez perdu ou... Perdu. Thibaut, on t'a perdu. Enfin, moi, en tout cas, je t'ai perdu. Ouais, on t'a perdu quelques effectivement, minutes. Et bah, puis, écoute, il va donc, sûrement s'afficher. Moi, je suis tu encore es un sur le petit peu en slide délai là, précédent. Thibaut, de temps en temps. Donc, Ah, vous m'entendez? oui, essaye de Attends. finir comme ça. Ah, d'accord, attends, je vais juste stopper ma vidéo au Ouais, cas peut-être où. bien. Vas-y. Voilà. Vous m'entendez? C'est Ouais, bon? ouais, on t'entend. Voilà, donc je disais pour conclure, voilà, la valeur ajoutée de Centrica sur un projet cœur de batterie, c'est d'essayer d'aligner. Thibaut, on t'a La reperdu. capacité. On te repère, Thibaut.
Sinon, je peux terminer à sa place parce Oh, qu'on connaît bien le pitch. oui, je veux bien. Ouais. Une des Allez-y, raisons pour allez-y. lesquelles on a choisi Centrica, c'est justement cette capacité à fournir un service qui utilise la haute disponibilité et la haute performance de notre asset et de le bider au mieux sur Elia en évitant des pénalités, parce qu'évidemment, quand on a des Voilà. défauts de fourniture, on n'y arrive pas. Ce qui était très Allez-y, important allez-y, aussi, allez-y. ouais, ce qui était très important aussi dans l'apport de Centrica, c'est justement la profondeur de cette VPP qui sont déjà, ce qui est important pour combiner la vente de services de puissance et la vente de services d'énergie. Hein. Pour une des grosses parties de nos revenus viennent de la FRR. Normalement, on doit pouvoir activer le service de FRR pendant 4 heures à pleine charge. Et ça, c'est impossible sur la batterie en standalone. Donc, il y a vraiment une valeur ajoutée à intégrer la batterie dans un portefeuille flexible plus large. Voilà, je crois le reste du slide part un peu pour lui. C'est une équipe qui connaît très bien la Belgique et qui est à disposition. Et puis, Thibault l'a dit lui-même, ben, c'est vrai que, enfin là, je suis un peu en train de faire l'éloge de CBS, ce qui est un peu bizarre, mais ils ont, ben, c'est parmi les seuls à vraiment avoir ce retour d'expérience en Belgique sur des capacités de batterie aussi grosses que celles qu'ils sont en train d'opérer pour le moment. Voilà. Voilà, je crois que je suis Et revenu entre-temps. Merci Pierre j'ai pas dit des d'avoir fait ma bêtises. conclusion. Tu me donneras, tu me donneras Voilà. un petit success fee, hein, ça va. Exactement. Merci Pierre d'avoir pris le relais. Désolé pour les problèmes de connexion. Et tous ces points-là, on peut les redétailler. Après, on est très ouvert à se faire contacter, expliquer un petit peu plus en détail ce que j'ai expliqué très en surface aujourd'hui. Hein. Voilà. Un tout grand merci. Je pense que c'était le dernier slide, hein. Bah, c'était très clair et d'ailleurs, c'est pas plus mal, hein, un client, un partenaire qui donne un avis, bah, c'est toujours encore meilleur que de parler de soi-même. Donc on a une belle et c'est une belle démonstration d'un consortium ici qui fonctionne entre le partenaire finalement investisseur, développeur et technique. Je trouve que c'est vraiment une très belle démonstration d'un besoin finalement d'un travail collectif pour arriver à mettre une solution sur pied. La présentation était très claire, je trouve. Merci beaucoup. J'ai reçu une question par email sur le potentiel du marché. Ici, on a vu votre ambition d'aller jusqu'à 100 mégas d'ici 2023, si ma mémoire est bonne. Est-ce que le marché belge peut soutenir un marché de plusieurs centaines de mégawatts? Et sinon, est-ce que ce marché belge va être connecté au marché européen? Je peux peut-être apporter une première réponse à ça, c'est que le marché belge est entièrement connecté au réseau européen, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'allocation des capacités transfrontalières, elle est définitive 1 heure avant le temps réel. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe dans la dernière heure avant fourniture de l'électron, la Belgique doit trouver un peu ses propres ressources au sein de sa propre zone de réglage. Et un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que jusqu'ici, cette interconnexion, ça nous a beaucoup aidé. Mais en réalité, on va voir de plus en plus que ces interconnexions, elles vont faire qu'on va se retrouver un peu absorbé par des zones beaucoup plus larges qui connaissent des déséquilibres. Donc, principalement le bloc français qui doivent gérer le risque de disparition de gros paquets de nucléaire de manière imprévue, qui peut faire que toute la capacité flexible, à un moment, de manière imprévue, se met à disposition de la France, ou à l'inverse, les blocs plutôt allemands ou UK ou nordiques, qui en un coup connaissent des grosses déviations par rapport au forecast de production renouvelable. Et là aussi, ça peut quelque part phagocyter la capacité flexible belge avant que les besoins belges s'expriment. Et concernant ces besoins en flexibilité, en fait, il y a 2 éléments de réponse. Un, c'est qu'il y a un objectif très clair qui date du pacte interfédéral énergétique d'atteindre 3 gigawatts de stockage vraiment front of meter, vraiment sans compter les stockages par véhicule électrique ou derrière le compteur résidentiel ou industriel, de 3 gigawatts à l'horizon 2050, dont la Belgique veut avoir un premier tiers en 2030. Et ça corrobore assez bien les besoins qu'Elia publie en termes de besoins d'éducation de stabilité. Donc pour nous, il y a de la place technologiquement, économiquement pour développer de l'ordre de 1 gigawatt de batterie dans les 10 ans qui viennent en Belgique. Mais le challenge, c'est comment aller capter
la valeur d'une manière telle à ce que ces projets soient finançables et bancables derrière. Et ça, c'est notre expertise. C'est pour ça qu'on veut vraiment jouer un rôle de pionnier, pas uniquement pour les premiers 10 mégawatts, mais vraiment jouer notre rôle de contribuer très significativement au développement de ces capacités, comme on a pu le faire dans l'éolien offshore. Merci, c'est très complet, donc ça permettra de répondre à la question. Il y a une question spécifique sur les besoins RH, donc formation. Est-ce que vous voyez des profils spécifiques à ce nouveau marché on va le généraliser, hein, du stockage énergétique? Est-ce que vous voyez des problèmes en termes de formation? Parce qu'on a des acteurs en formation, notamment dans le cluster. C'est une question spécifique, je ne sais pas si vous avez un élément. Moi, je peux Ouais. je peux la prendre très rapidement de mon côté, puisque effectivement, nous, la technologie qui nous sert effectivement à monétiser ces batteries du côté de Centrica, bah, c'est principalement de l'intelligence artificielle et du traitement de big data. Et paradoxalement, dans ce monde de l'énergie, nous, finalement, ces algorithmes, on pourrait très bien, si on ne travaille pas dans l'énergie, les mettre au service d'un autre secteur, comme le secteur bancaire ou autre. Bon, après, nous, on voulait être acteurs de cette transition énergétique. C'était un choix sectoriel qu'on a fait à la création de l'entreprise avant qu'elle soit intégrée chez Centrica. Mais donc, du coup, pour répondre à cette question sur les profils, oui, je dirais que des quants, comme on appelle ça, donc des data analysts, des développeurs, des gens qui savent développer, opérer des algorithmes avec de l'intelligence artificielle, c'est une ressource qu'on a la chance d'avoir déjà très présente en Belgique avec la qualité du système éducatif et universitaire belge, mais il nous en manque encore terriblement. Nous, Centrica Belgique, pour vous donner une idée, ça fait à peu près 100 personnes. Je pense qu'on a plus de 80% des gens qui sont plutôt des software développeurs, des data analysts, des quants, et on est moins d'une vingtaine à avoir des fonctions hors big data, je dirais. Et on est toujours à la recherche effectivement de profils plutôt dans ce domaine, plutôt que d'experts en énergie finalement. Ouais. Tout à fait, merci. Je prends une dernière question avant de passer à la deuxième partie. Quel est l'impact du CRM sur le business model? Je vois Cédric qui se rapproche. Ouais, sinon je peux la prendre Ou aussi. Pierre, vas-y. Nous, notre ambition, c'est de développer des projets sans subside, y compris sans CRM. Donc, on n'a pas besoin de ça pour développer, je dirais, les premières capacités en Belgique. Par contre, voilà, il faut quand même se rendre compte que le CRM a été designé de manière telle que ça a vraiment extrêmement peu d'intérêt pour les batteries. Or, voilà, avec un peu de subside, on pourrait avoir des batteries qui concurrencent valablement des centrales à gaz, ce qu'elles vont faire tôt ou tard. Donc, en fait, pour nous, il y a une vraie opportunité manquée ici, parce que d'abord, ça veut dire qu'on a un appel à candidature qui est totalement non neutre technologiquement. Il n'y a que les centrales à gaz qui peuvent participer, ce qui met finalement les mains de la sécurité d'approvisionnement la sécurité d'approvisionnement dans les mains des pouvoirs qui accordent les permis. Or, on a vu qu'il y avait des choses, tant en Wallonie qu'en Flandre, qui ne vont pas faciliter ce genre de projet. Donc, on risque d'avoir des problèmes et on a vraiment tous les œufs dans le même panier. Et d'autre part, à long terme, tôt ou tard, les batteries sans subside vont concurrencer les centrales à gaz pour la fourniture de points. Donc, on va se retrouver avec un système qui est doublement perdant puisqu'on aura subsidé les centrales à gaz qui ne tourneront pas parce qu'elles seront mises à l'arrêt par des batteries qui n'ont pas besoin de subside. En fait. Donc, voilà. Mais sur notre premier projet, ça n'a pas d'impact parce qu'on n'est vraiment pas du tout sur les business models de la fourniture, mais vraiment de la stabilisation du réseau où CRM ou pas CRM, ça impacte très très peu les prix finalement. Tout à fait, pour rejoindre ce que Pierre dit, on a un point de vue relativement aligné là-dessus. On espère en fait que la copie sera revue sur les années 2, 3, 4, 5 ou plus du CRM, notamment sur les derating factors qui sont pour les batteries très très sévères. C'est-à-dire que grosso modo, 1 mégawatt installé de batterie qui est plutôt jugé fiable aujourd'hui pour faire du balancing en AFRR et en FCR et coupé entre guillemets dans sa valorisation dans le cadre du CRM à plus de 90% en fait, ou un tout petit peu moins de 90%, donc ce qui rend effectivement le business case pas très intéressant. Et comme le disait Pierre, heureusement qu'on n'en a pas besoin pour faire vivre ces projets-là. Donc on espère vraiment que la situation évoluera à l'avenir, à voir. Et pour compléter ça, c'est pas vrai que pour les batteries, c'est aussi vrai pour le demand response et pour le stockage de manière large, parce que si on regarde les derating factors qui s'appliquent à des centrales comme la centrale de Caux ou la centrale à la plate taille, c'est vraiment ridicule par rapport à la manière dont ces unités contribuent à l'adéquation et la stabilisation du système. Et je ne pense pas que c'est les speakers qui nous suivent qui vont nous contredire là-dessus.
Ok, bah c'est très clair. Je pense aussi qu'on peut, en tant que cluster, animer des groupes de travail sur cet aspect-là pour amener des informations euh, et essayer de faire changer les choses. Donc, je pense que ça a été noté. Je pense qu'il y a une série de projets qui pourraient donner leur feedback et leur potentiel pour pouvoir faire bouger ça, en tout cas dans les années plus tard. Merci en tout cas, Thibaut, Cédric, Pierre, pour cette présentation. C'était vraiment très clair. Et on va sur la deuxième présentation du jour, qui est un projet qui a été soutenu dans le cadre d'un appel à projet qu'on avait lancé, copilote avec la région Wallonne et qu'on a soutenu avec le pôle Mécatech, qui est le projet PEPS. Et donc, on est très content de le mettre en avant, qui est un concept innovant de stockage électrique par pompage-turbinage. Et donc, on a, pour pouvoir présenter ce concept, on a Davina Dorazio qui est de Tractebel, qui gère ce projet PEPS pour Tractebel, mais aussi Baudouin Bocchio de NJ Sun for Business, qui notamment gère un autre projet ATXER, qui est aussi un projet dans les portefeuilles de Twin, mais ici qui présente cette partie-ci avec Davina. Donc, je te laisse la parole, Davina. Merci Cédric, merci pour la présentation. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le projet PEPS. Donc contrairement peut-être à la présentation précédente, moi j'ai un peu plus rentré dans la technique, parce qu'ici donc il y a un volet innovation qui est un peu plus important. Donc j'expliquerai un peu plus la technique et comment on effectue l'autoconsommation. Ici il y a vraiment un focus autoconsommation et peut-être moins rentrer dans les business models. Donc juste pour information, donc aujourd'hui, on est en train de développer l'unité pilote et on est en plein de négociations avec le client, donc je ne pourrais pas vous transmettre de chiffres ou en tout cas d'aspects financiers, mais vraiment faire un focus sur la partie technique. Par contre, si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, voilà. Donc, c'est une mini-unité de stockage énergétique par pompage-turbinage installée dans des mini-carrières et couplée à une production de renouvelables sur site. Donc, on utilise principalement du PV, mais ça peut être n'importe quelle source de production de renouvelables. Le but principal du projet ici est vraiment d'augmenter l'autoconsommation de l'énergie produite sur site, mais pas que, c'est vraiment le point principal. Et donc ici, on va se trouver dans une configuration où on a, puisqu'on travaille principalement en carrière, un carrier qui est un gros consommateur d'électricité, une production d'énergie renouvelable installée sur son site, une unité de stockage et une connexion réseau, puisqu'en Belgique, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'intérêt de travailler hors réseau. On pourrait travailler off-grid, mais ça va augmenter drastiquement les économiques. Et donc là, on garde justement cette connexion réseau et on l'utilise pour augmenter les revenus en justement se laissant l'opportunité d'utiliser aussi l'unité de stockage pour faire de l'aide au réseau. Donc le principe de fonctionnement, il est extrêmement simple, puisque les unités de pompage-turbinage, comme déjà cité par Cédric, sont en fait le stockage le plus ancien au monde, le système de fonctionnement. Et donc ici, lorsque la production de PV est supplémentaire par rapport, est excédentaire, par rapport, pardon pour ma voix, c'est le printemps, c'est compliqué avec les allergies, par rapport à la consommation donc, du client, au lieu de juste injecter le surplus sur le réseau, on stocke une partie de cette électricité dans le réservoir supérieur. Donc, en gros, on vient pomper de l'eau d'un bassin inférieur vers un bassin supérieur. Et ça nous permet par la suite de produire de l'électricité ultérieurement en lâchant l'eau à travers une turbine. J'ai envie de dire, comme pour toutes les unités de stockage, et on l'a bien entendu aussi, le principal challenge, il est principalement économique, pas tellement technique. Techniquement, on peut construire à peu près tout ce qu'on veut. Le plus compliqué, c'est de rendre cette technique rentable. Et donc ici, on travaille sur 3 axes pour améliorer les économiques. Donc la première, qui est la plus évidente, on travaille sur le CAPEX, donc le prix d'installation. Et donc, on vient avec des éléments qui sont prédimensionnés, modulaires, le plus flexible possible et facilement réplicables. Donc là, on vient vraiment avec une stratégie qui est différente de ce qu'on peut avoir sur du pompage-turbinage classique. Donc en gros, classiquement, sur des grosses installations, on doit avoir des dénivelés qui sont importants. Donc, par exemple, si on prend Co, on doit avoir des dénivelés de 275 mètres. Ici, sur l'unité PEPS, on est plutôt sur 50 mètres. Et donc, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de sites éligibles et d'inverser la philosophie de développement et donc d'avoir plutôt une brique technologique avec certains critères de sélection et de venir sélectionner les sites qui sont éligibles et pas plutôt faire toute une campagne de siting, trouver le meilleur site et puis vraiment optimiser un maximum le site pour avoir la meilleure installation. On travaille également sur la partie opération et maintenance. C'est bien d'avoir une unité qui ne coûte pas cher, mais si vous avez 500 000 € de frais pour opérer l'unité par an,
ça ne va pas fonctionner. Et donc ici, cette unité, elle est pilotée à distance. Donc il n'y a pas d'opérateur sur site. Et on réfléchit dans une optique ou une approche, on va dire, 4.0. Donc il y a pas mal de capteurs qui sont installés pour rajouter ce volet maintenance prédictif et préventif, et de cette façon réduire les frais de maintenance sur le long terme. Enfin, pour un peu doper les économiques du projet, donc on ne focus pas uniquement sur l'autoconsommation, mais on se laisse également, comme je l'ai dit, l'opportunité d'utiliser le réseau pour avoir un revenu complémentaire, ce qui signifie qu'on doit avoir une exploitation dynamique de l'unité, et donc d'avoir un EMS, donc un Energy Management System extrêmement efficace qui permet à tout moment de bien gérer les flux entre ce qui est produit, ce qui est envoyé chez le client, ce qui va sur le réseau et ce qui est stocké. Donc actuellement, comme discuté, donc on travaille sur un projet pilote pour lequel on a reçu un subside de la région Wallonne via le subside copilote. Ce pilote, donc on vient de terminer toute la phase d'études. Donc là maintenant, on a vraiment fini toute la partie vraiment dimensionnement, création de cette brique technologique, etc. Et on est en discussion pour la partie construction. On part sur un stockage d'1 MW de puissance et environ 4 MWh en capacité, couplé à du PV sur site. Donc ici, on se trouve chez un client qui est un carrier en Wallonie. Toujours pour ce projet pilote, donc ici pour un peu plus donner des visions sur l'écosystème. Donc on travaille en consortium avec Lepage et ICAR pour cette partie pompage turbinage. Et donc ici, Tractable est coordinateur du projet et également en charge de toute la partie design. Lepage, lui, a plutôt un volet assembleur électromécanique, puisqu'ici le but c'est vraiment d'avoir des éléments le plus modulaires et flexibles possible, et d'avoir aussi cette vision industrialisation pour la suite du développement. Et ICAR, eux, sont plutôt là pour la partie maintenance 4.0. Puisque le consortium ne s'occupe que de la partie pompage-turbinage, donc on travaille en collaboration avec Sun for Business, donc d'Engie, donc Baudouin, qui eux sont en charge de la partie PV, mais également des aspects financiers et la partie plutôt contractuelle. Donc, bon, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit précédemment, mais donc ici, comme l'idée, c'est vraiment de travailler en autoconsommation, et que le client final, c'est le carrier. C'est extrêmement compliqué d'arriver dans une carrière et leur dire, on va vous vendre une unité de stockage, vous payez votre CAPEX, et puis on vous aidera à la gérer. Et donc, ça veut dire pour eux mettre plusieurs millions sur la table et puis ne pas vraiment trop quoi savoir faire avec eux parce que ce n'est pas trop leur domaine. Et donc, ici, l'idée, c'est plutôt que nous, on prenne en charge toute cette partie financière, construction et opération, et que le client final, lui, ait juste un contrat d'électricité où il paye l'électricité qui est produite sur son site. Juste pour un peu mettre des images sur ce projet pilote, donc on voit sur l'image la configuration des installations. Donc sur le haut de l'image, on voit le bassin supérieur, donc qui est situé sur un point haut sur une zone de champ. En bas de l'image, donc le bassin inférieur, qui lui est placé sur une ancienne zone de décantation. Le dénivelé entre ces deux bassins est d'environ 58 mètres, et pour lier ces deux bassins, on a une conduite forcée d'environ 600 mètres de longueur. Et après, il faut avoir des bons yeux, mais à côté du BI, donc on a un petit rectangle noir où est positionnée l'usine, dans lequel se trouvent tous les éléments électromécaniques. À côté donc, de ces éléments de pompage-turbinage, donc on a notre champ PV, donc ici c'est séparé en deux zones, et ici on a un peu moins de 7 MW de PV. Alors on a des installations PV qui sont assez conséquentes, puisque le but du projet est de faire de l'autoconsommation, en tout cas d'augmenter l'autoconsommation, et donc il faut avoir un excédent PV pour pouvoir le stocker ultérieurement. Si le PV est entièrement absorbé par le client, évidemment il n'y a pas vraiment de sens de mettre du stockage, ce qui explique qu'on doit avoir des installations PV qui sont assez conséquentes. Si maintenant, donc, je vais faire un focus plutôt pour la partie technique du pompage-turbinage pur. Donc, la principale nouveauté dans ce système, puisqu'au final, le pompage-turbinage n'est pas nouveau, c'est principalement la taille, puisqu'ici, comme expliqué, on est de l'ordre du 1 MW, 4 MWh. Toujours pour donner une image, donc sur Co, on est à environ, je pense, 1120 avant extension à mégawatts et jusqu'à 5000 MWh. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Et donc, la philosophie est un peu différente. Donc, on a ici ce schéma extrêmement simple de fonctionnement où on voit les deux bassins. Donc, ici, on est sur deux bassins de 35 000 m3 avec une hauteur de marnage de 4 mètres. Donc, juste pour information, le marnage, c'est la hauteur entre le niveau d'eau maximum quand le bassin est plein et le niveau d'eau minimum lorsqu'il est presque vide, parce qu'en réalité, il ne pourra jamais être complètement vide pour des raisons de fonctionnement. Sur ces bassins, là, c'est clairement site spécifique, donc ça va vraiment dépendre du client, de la surface qui est disponible et de la forme. Donc là, il n'y a pas vraiment d'optimisation en cours. On a un peu réfléchi à mettre des bâches, des containers, etc. Mais économiquement, ça n'avait pas vraiment de sens. Et donc là, on est vraiment sur un système classique où on a des réservoirs avec des digues et un géotextile.
Et entre eux, donc, on a cette usine qu'on a vraiment optimisée. Et donc là, il y a plusieurs configurations qui ont été étudiées, puisque le but, ce n'était pas de faire un dimensionnement sur le site pilote, mais plutôt d'avoir un système qui fonctionne globalement dans plusieurs endroits et que le site pilote valide ce qui a été créé. Et donc là, il y a eu toutes des études technico-économiques sur plusieurs aspects de cette unité de pompage-turbinage. Et ici, donc sur cette usine, je ne vais pas tout vous lister, mais donc on a comparé typiquement si c'était plus intéressant d'avoir une ligne turbine-pompe, une turbine réversible, plusieurs pompes, plusieurs turbines. Et le résultat aujourd'hui, ça pourrait changer dans le futur, mais aujourd'hui, c'est d'avoir une ligne turbine et une ligne pompe séparées. Ça a l'avantage de pouvoir avoir des équipements qui sont plus simples. Donc ça simplifie également la maintenance. Ça permet de rajouter ce caractère un peu plus standardisé, que dans le monde des turbines, rien n'est vraiment standard. Par contre, pour la pompe, là, c'est vraiment le cas. Ça complique un peu la contrôle-commande par rapport à une turbine réversible, mais ce n'est pas dramatique par rapport à tout ce qu'on va développer à côté. Si on regarde maintenant la pompe, parce qu'au final, quand on a un système de pompage-turbinage, pour certaines personnes, ils pourraient penser que ce qui est dimensionnant, c'est la turbine, donc la production d'électricité. Ici, puisque le but de l'unité, c'est vraiment de récupérer le surplus de PV, la pompe est extrêmement importante. Donc c'est vraiment l'élément qui est dimensionnant dans le système, puisque c'est elle qui va permettre d'augmenter les capacités d'autoconsommation. Je vais vous passer les détails, mais ici, donc, on travaille sur une pompe d'1 MW, sur lequel on vient rajouter un VFD, donc un variateur de fréquence, pour pouvoir justement augmenter la plage d'utilisation de la pompe. Côté turbine, ici, on est sur une turbine d'1 MW environ. Donc là, on est parti sur le choix d'une Francis, parce que si on regarde le graphique qui est à droite de l'image, donc on voit les différentes plages d'utilisation des différents types de turbines, donc Axial, Francis et Pelton. Et typiquement, quand on est sur l'heure de dénivelé qui nous intéresse, donc ici 60 mètres pour le site, mais c'est pareil pour 50 ou 100 mètres, on est vraiment en plein milieu de la plage de fonction de la Francis et à la limite de la Pelton. Donc, évidemment, c'est la Francis qui a été choisie. Maintenant qu'on a défini ces différents éléments, donc la pompe, la turbine, un peu le schéma de fonctionnement, on vient faire le dimensionnement du site pilote. Et donc pour cela, on a utilisé un logiciel qui s'appelle NovoPro, qui permet de simuler la production de PV sur une année, de prendre en considération la consommation, le profil de consommation du client, et de vérifier quelles seraient les capacités qui seraient pompées et puis redistribuées par rapport aux paramètres techniques que l'on a définis. Et donc ici, il y a des images qui peuvent paraître un peu compliquées, mais en fait, elles sont extrêmement simples. Donc sur l'image de gauche, chaque bâtonnet correspond à une journée de l'année. Donc en gros, sur l'axe des X, c'est les différents mois. L'axe des Y, c'est les heures de la journée. Et donc on voit que ce graphique, en tout cas, illustre l'utilisation de la pompe. Et donc en fait, chaque couleur correspond à une puissance de la pompe. Et donc on voit que, fatalement, la pompe va être utilisée principalement sur les moments où le PV va produire le plus, et donc entre 8 heures et 16 heures. Sur l'image de gauche, donc là, on a une vision de ce que la turbine va produire. Alors, ce n'est pas une vision réalistique, c'est juste une vision quantitative, puisque là, le logiciel va juste mettre à disposition la turbine dès que c'est nécessaire. En réalité, il faudra plutôt avoir une vision marché qui est utilisée en plus de juste distribuer l'électricité qu'on en a besoin pour justement, et ça a déjà été dit précédemment, ne pas trop impacter le profil résiduel du client et avoir toujours cette vision marché pour être sûr de produire de l'électricité quand potentiellement elle peut être plus chère sur le réseau. Et donc on voit comme ça, ça permet de shifter une partie de la production solaire sur site. Si on regarde maintenant le bilan moyen sur toujours ce site pilote, donc on voit qu'avec ce champ solaire, on produit environ 7000 MWh de PV par an. Le client, lui, a une consommation qui est d'environ 7500 MWh par an. Ce serait trop beau si les 7000 pouvaient directement aller chez le client. Donc on n'aura jamais une autoconsommation de 100%, même si c'est possible, mais à un moment, c'est vraiment important de garder en balance cet équilibre technico-économique. Donc il ne faudrait pas que le projet devienne trop cher juste pour attendre ces 100%. Et donc ici, sur ces 7000 MW, on a 1500 MW qui sont pompés par le système et qui permettent de produire 1000 MWh d'électricité. Puisqu'ici, on va prendre en compte les rendements de la pompe, de la turbine, les pertes dans les différentes connexions et des certains taux d'indisponibilité. Donc, de manière très conservative, on arrive à une efficacité apparente de 69%. Cette efficacité, elle pourrait être augmentée, mais c'est toujours la même histoire. Ici, c'est vraiment l'optimum économique qu'on a trouvé pour le moment. Et donc, si on regarde le bilan moyen, sans l'unité de stockage, on serait, en tout cas avec cette configuration-là, à 43% d'autoconsommation du PV, et en rajoutant le stockage, on monte à 65%. Ces 65%, ils pourraient être augmentés typiquement en augmentant soit la capacité du bassin, soit en augmentant le nombre de pompes.
ça a un impact direct sur le coût. Et donc ici, par rapport à divers critères, c'est vraiment l'optimum qu'on a trouvé. Si maintenant, évidemment, le client a un besoin différent, donc vraiment d'avoir un focus sur la partie autoconsommation ou électricité verte, c'est assez facile d'augmenter ce pourcentage en rajoutant des modules de pompe. Donc c'est ça tout l'intérêt de ce projet, c'est que comme on travaille de façon modulaire, c'est assez facile après de prendre les différents blocs et de créer une certaine flexibilité dans le projet. Juste maintenant rapidement, donc d'un point de vue usine, pour vous donner une idée de la taille, parce que parfois quand on parle de pompe de turbine, les gens ils ont une image de cette pompe vide cave qu'on vient mettre en bas d'un bassin avec un tout petit flexible. Donc, ici on est quand même sur une installation d'1 mégawatt, donc on parle vraiment d'équipements un peu plus conséquents. Et donc sur l'image de droite, on voit cet aspect modulaire dont je parle, donc avec un module en bleu pompe, un en vert plutôt turbine, et puis on a un genre de container maritime qui comprendrait toutes les parties plutôt contrôle-commande électrique, etc., avec un transformateur qui se trouve à l'extérieur. Et si on prend une ligne, une coupe au droit, par exemple, de l'unité pompe, là, on voit que par rapport au petit personnage qui est installé, on a quand même sur des équipements qui sont assez conséquents, même si on est sur un système modulaire. Un élément qui est également important, c'est cette conduite forcée. Donc, cette canalisation qui lie le bassin supérieur et inférieur. Donc là, on est quand même sur une conduite d'1,20 m de diamètre intérieur. Ce n'est pas le petit flexi posé sur le sol, c'est quand même une conduite assez conséquente. Pour réduire les frais de GC, donc on a évité de créer des tunnels et ce genre de génie civil plus complexe. Néanmoins, ça reste quand même un ouvrage assez important. Deux solutions ont été étudiées, donc la solution classique acier, mais aussi une solution en PRV, qui est du polyester renforcé en fibre de verre. Pareil, donc après nos évaluations technico-économiques, on est parti plutôt sur du PRV, parce que ça avait l'avantage d'être beaucoup plus léger, d'avoir une installation simplifiée, parce que ce sont des emboîtements de tronçons de 6 à 8 mètres de long. D'un point de vue maintenance, c'était plus intéressant puisque c'est résistant à la corrosion par rapport à l'acier et aux UV. Par contre, l'inconvénient de ces systèmes, c'est que puisque ces tronçons sont emboîtés avec un cerclage, au droit de chaque jonction, il faut mettre un plot de fondation. Et donc, si on regarde le projet pilote, on arrive quand même à environ 50 fondations. Et donc là, on voit qu'il y a aussi un point un peu limite où si la conduite devient trop longue, ça aura un impact conséquent sur le prix des installations. Le dernier élément qui est extrêmement important, c'est l'EMS, donc l'Energy Management System. C'est vraiment le chef d'orchestre de l'intégralité du système. Et on se rend bien compte que si le système doit être efficace, il faut que cet EMS soit aussi très efficace. Et donc lui, il relie l'unité de stockage, la production photovoltaïque, le client et le réseau. Et donc il a 3 fonctions importantes, donc une gestion en temps réel, une gestion de prévision et d'archivage. Donc typiquement, si vous avez votre PV qui produit de l'électricité, cet EMS va en temps réel dispatcher cette production en disant cette production va chez le client, il y a un résidu, le résidu va sur le marché ou va dans l'unité de stockage, en gardant à l'esprit cette vision du marché. Et à contrario, si on n'a plus de production photovoltaïque, eh bien on va regarder si c'est plus intéressant d'utiliser l'électricité qui provient du réseau ou d'activer la turbine et donc vider l'unité de stockage. Donc il y a vraiment cette gestion en temps réel qui doit être faite. Et cette partie prévision est aussi également importante puisque plus le système... il y a une espèce de prévision par semaine qui est prévue, qui est revue en temps réel, puisqu'on va prendre en compte les variations de la météo. On sait qu'en Belgique, on n'est pas chanceux, elle varie extrêmement souvent. Je pense que ces derniers jours l'ont prouvé. Mais également prendre en compte ces aspects plutôt valeur marché. Si maintenant je vais donner une conclusion, donc en tout cas un point sur le développement de ce projet à cet stade actuel. Donc vous l'avez bien compris, le point majeur, c'est vraiment la rentabilité économique. Donc on a expliqué comment on a réduit un peu le CAPEX et l'OPEX. Un point important qu'on ne pense peut-être pas directement, c'est que ces 2 points sont liés. Donc ce n'est pas non plus une bonne idée de réduire le CAPEX à peau de chagrin, parce que si vos installations coûtent peut-être pas cher, mais que ça a un impact direct sur votre OPEX, ça ne sera pas intéressant. Donc si je prends par exemple l'exemple de l'usine, on pourrait se dire, pour réduire l'usine, on va vraiment rapprocher autant que possible les différents éléments, comme ça on aura une plus petite fondation, une plus petite structure. Cependant, ça veut dire que pour l'OPEX, à chaque fois qu'on aura une maintenance, il faudra démonter entièrement cette structure, amener une grue sur le chantier. Et donc là, on comprend directement que ces frais annuels vont commencer à devenir importants. Et donc, c'est important vraiment de garder ces deux en balance et trouver un optimum entre les deux. Un troisième point que je n'ai pas encore abordé et qui est assez intéressant, mais plutôt d'un point de vue investisseur, c'est qu'on a une réduction du risque financier. 2 grandes parties. La première, c'est qu'ici, on travaille sur des plus petites puissances. Et donc, typiquement, si on investit dans 100 unités d'1 mégawatt,
d'un point de vue risque, c'est différent que d'investir dans une seule unité de 100 MW, puisqu'on sait qu'après les études ou n'importe quelle phase, on pourra avoir un stop de ces installations. Et cette petite puissance, c'est aussi intéressant parce que les frais globaux du projet sont moins élevés. Donc typiquement, si on regarde ce qui se passe actuellement sur les unités de pompage turbinage, mais large scale, l'idée c'est toujours d'aller de plus en plus grand pour un peu réduire, ou en tout cas avoir un effet d'échelle pour réduire le coût du mégawattheure par rapport à tous les frais, que ce soit des études ou aussi de construction. Et sur ce genre d'installation, comme c'est extrêmement difficile d'avoir un site éligible et puis de réaliser toutes les études, on peut dépenser plusieurs millions, voire centaines de millions d'euros en frais d'études et à la fin des études dire que c'est un no-go, soit parce que le projet n'est pas techniquement, économiquement intéressant, soit parce qu'après 2 ou 3 ans, la situation régulatoire a changé et du coup, on n'est plus, on a une révision du business model et on n'est plus dans le scénario de départ. Donc là, c'est vraiment un risque qui est lié au timing. Et le troisième point, donc ici, ce sont plutôt point de vue innovation, projet RD, etc. D'un point de vue technologique, bien que ce projet-ci soit nouveau et innovant, on n'utilise que des techniques ou technologies qui sont éprouvées, et donc le risque sur les différents éléments utilisés est extrêmement faible par rapport à une nouvelle technique de stockage qui est en test ou en développement actuellement. L'optimisation des revenus, donc ça je vais en parler brièvement parce que ça a aussi été abordé auparavant. Donc là, l'idée c'est vraiment que le business model de ce genre de concept doit fonctionner purement en autoconsommation. Nous, on a plutôt cette vision prudente par rapport aux orateurs précédentes, où en gros, ce business model doit fonctionner en autoconsommation et le reste, c'est des nice to have. Alors, on sait typiquement qu'on aura des revenus qui viendront du réseau. Donc, nous, on va plutôt aller taper dans du R2, R3, R1, contrairement aux batteries. Donc, on n'a pas des vitesses de réaction assez rapides, donc on n'ira pas chercher du R1. Par contre, voilà, typiquement, si on revient sur le graphique avec l'utilisation du pompage turbinage, on voit qu'entre novembre et janvier, il y a beaucoup moins de soleil, les unités sont à utiliser pendant plusieurs jours, et donc ce serait intéressant d'inclure cette partie aide au réseau. Dernier point sur la partie rendement, donc là je l'ai expliqué, donc d'un point de vue conservatif, on est sur 69%, ça pourrait augmenter avec le temps. Donc ici, nous, on garde une veille technologique sur cette turbine réversible. On sent bien que d'un côté constructeur, ils voient un peu le marché venir, et donc ils commencent vraiment à mettre des efforts sur des turbines réversibles d'1 MW. Et le jour où le prix commencera à être vraiment intéressant, ça permettra d'augmenter aussi la rentabilité, enfin le rendement du projet. Alors j'ai parlé pas mal de fois des critères de sélection, donc je vais peut-être juste vous en citer pour, je ne vais pas tout vous citer sans rentrer trop de temps, mais pour donner les grands points. Donc ici, pour venir installer ces unités de pompage turbinage, premier point, il faut du dénivelé. Ce qui semble évident, si on n'a pas de dénivelé, ça va être difficile de mettre des unités de pompage turbinage. Donc ça fonctionne à partir de 50 mètres. Et pour ceux qui poseraient la question, parce qu'on l'a déjà posé, venir creuser ces 50 mètres dans un sol naturel, ce n'est pas conseillé. Donc ici, les business models sont déjà assez challenging, donc tout coût complémentaire est vraiment à éviter à ce stade. Donc partir d'un terrain vide et se dire je vais creuser 50 mètres ou 100 mètres, je ne vous conseille pas. Le deuxième point, c'est d'avoir des surfaces disponibles. Parce qu'évidemment, on doit avoir donc de la surface pour poser ces bassins, mais également les unités de production renouvelables. Et ça, c'est un point qui n'est pas à négliger, puisque comme expliqué précédemment, on va avoir, si en tout cas on parle avec du PV, des champs solaires assez conséquents. Donc on n'aura pas un petit champ de 500 kW, on aura vraiment plusieurs mégawatts, ce qui demande de l'espace. Il faut aussi que la distance entre les deux bassins soit la plus faible possible. Donc, typiquement, si vous avez un site où vous avez un point haut à un endroit et le point bas à 3 km, ça ne fonctionnera pas. Donc là, la rentabilité du projet va passer dans la conduite forcée et donc on aura un no-go directement. De même, il faut que les distances entre cette unité de stockage et les zones PV ne soient pas trop loin non plus. Pour la même raison, donc là, on va commencer à mettre beaucoup trop d'argent dans les parties connexion. Et il faut également que ces différents points soient le plus proche possible de la connexion réseau. Puisqu'ici, on parle d'autoconsommation, après le projet, il pourrait être dévié pour d'autres types de fonctionnement, mais ici, si on a vraiment cette vision autoconsommation sur site, il faut, de 1, que le client consomme sur son site et un profil de consommation qui fonctionne. Donc on a déjà eu le cas de clients qui nous demandent de faire une évaluation, et en fait, même en rajoutant 10 MW de PV, on n'a jamais de surplus, parce qu'il absorbe en direct le PV, et donc là, il n'y a pas de raison d'aller mettre une unité de stockage. Et enfin, il faut que cette autoconsommation soit longue dans le temps, et donc si on est sur une unité où on sait que dans 2 ans, l'usine ferme, ça va être plus compliqué également pour avoir un business model rentable. Et enfin, le dernier point, qui n'est pas non plus à négliger, c'est de s'assurer que la capacité du réseau au point de raccordement est suffisante. Parce que même si on a une unité de stockage et que le client va consommer une grande partie, si vous mettez 6 MW de PV, il faut que le réseau arrive à absorber ces 6 MW.
je vous laisse maintenant à vos questions. Merci beaucoup, Davina, pour cette présentation. Moi, vous avez le temps encore de poser des questions dans le chat. J'ai 2 questions. Enfin, j'ai toujours plein de questions, donc de toute façon. La première chose, l'EMS que vous utilisez, est-ce que c'est un EMS que vous avez directement sur étagère chez vous ou acheté, ou c'est vraiment quelque chose de spécifique que vous développez dans le cadre du projet? Ici, c'est un point qui est toujours en cours de développement chez nous. Par contre, l'idée, c'était vraiment d'utiliser tout ce qui est déjà disponible sur le marché. Donc, en gros, il y a déjà des SCADA disponibles sur le marché. Et ici, nous, dans nos spécifications techniques, en fait, on demande qu'il soit le plus flexible possible pour, à terme, même si dans 5 ans, par exemple, on veut rajouter, je ne sais pas moi, une éolienne ou une autre fonctionnalité, que ces SCADA permet d'être extensible à terme et de gérer ces différents éléments. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment en cours, mais c'est effectivement une bonne question, parce qu'au début, on aurait pu penser de créer un EMS vraiment dédié, mais là, on est vraiment parti dans la même philosophie que le projet global, c'est de voir ce qu'il y a sur le marché et d'utiliser autant que possible ce qui est existant. Si c'est intéressant. Alors une question aussi sur le potentiel, c'est la même question finalement que l'autre. Est-ce qu'il y a une idée du potentiel en Wallonie de ce type de technologie? Et alors, un point d'information, on avait préparé avec 3-4 membres du cluster une proposition il y a des années au cabinet Jean-Marc Nollet, ministre de l'énergie à l'époque, et on avait proposé une étude qui était en fait de prendre des cartes type les cartes d'Elia, les cartes de zones constructibles, et on avait mis une série de critères. On proposait de faire une série de critères qui étaient tel dénivelé, telle surface, pour en fait faire un potentiel de pompage turbinage en Wallonie. Parce qu'on voit qu'il y a toute une série de sites qui arrivent et qui sont pour le moment pris par certains acteurs en se disant tiens, je vais aller mettre un système flexible à ou plusieurs mégas. Est-ce que ce ne serait pas utile de proposer ce type d'études, ou alors est-ce que vous avez déjà ce type d'informations? En fait, c'est assez marrant parce que l'information, elle est un peu séparée. Il y a déjà eu plusieurs types d'études, mais qui n'avaient pas le même focus ou pas exactement notre focus. Et donc, en Wallonie, il y a déjà eu une étude qui répertorie les carrières de manière générale qui pourraient être exploitées. Donc là, par contre, ça ne fait pas de différenciation entre la carrière qui a le bon profil de consommation ou le profil de consommation assez loin dans le temps, ou celle qui n'est pas utilisée. Et donc là, on sait que tout venant, avec ce dénivelé, il y a plus de 1200 sites en Wallonie éligibles. Maintenant, il n'y a pas l'exercice qui a été fait pour, sur ces 1200, combien sont éligibles dans le cadre de l'autoconsommation telle qu'on le présente maintenant. Après, on sait très bien que le système va évoluer, et donc ici, nous, on parle vraiment d'autoconsommation pour être sûr que ce projet pilote fonctionne, mais à terme, ce n'est pas impossible qu'on parte dans des communautés d'énergie et que donc on utilise la carrière sans vraiment avoir la consommation de la carrière sur ces qui est utilisée. Donc, ça, je pense que c'est un truc qui va évoluer dans le temps. Maintenant, ça vaudrait peut-être la peine d'avoir une étude qui regarde vraiment dans le sens de l'autoconsommation par rapport au profil consommateur, quel est vraiment le potentiel en Wallonie. Je sais aussi qu'il y a une étude qui a été faite le long des voies navigables en Wallonie. Donc là, ça focus vraiment aussi sur le delta H, mais pareil, pas sur les consommateurs. Donc il y a des éléments qui sont disponibles, mais je pense que là, maintenant, il faut vraiment faire un effort de réunir ces différents éléments et de voir quelle est vraiment la capacité, en tout cas immédiate ou intéressante pour cette partie autoconsommation. En tout cas, ça pourrait être un exercice important. Les 1200 sites, c'était l'étude Smartwater qui en prenait compte, ou c'était C'est celle-là? ça. Ok. Donc, en fait, on pourrait prendre les 1200 sites et faire les critères qui sont un peu plus actuels que ce qu'on a pu faire pendant l'étude, puisque le marché de l'énergie évolue. Donc, typiquement, la notion de communauté d'énergie n'existait pas quand Smartwater a été mis en place, alors qu'on peut utiliser les sites en fonction d'un certain nombre de critères un petit peu plus flexibles. Et on aurait finalement un potentiel pour la Wallonie. Je pense que c'est intéressant d'avoir un chiffre. On n'a absolument pas de chiffre de potentiel pompage turbinage en Wallonie, et ce serait nécessaire quand on voit d'autres technologies arriver. Et donc, c'est intéressant. Ben, en tout cas, voilà, on a des groupes de travail à venir et donc Sur et le du sujet. boulot sur le sujet. J'ai une question évidemment sur le chat. Évidemment, je la relais. Je ne sais pas si tu pourrais y répondre, mais est-ce qu'il y a une idée du CAPEX, ou en tout cas de sa ventilation? Peut-être que sur l'aspect ventilation, tu peux y répondre. Ventilation entre, j'imagine, entre les différents Oui, éléments. ouais, c'est ça.
J'ai pas les pourcentages comme ça en tête. Je sais pas si toi, Baudouin, si tu es toujours connecté, si tu as les pourcentages. On a des chiffres, mais je pourrais pas malheureusement vous donner les chiffres en millions. Je pourrais vous les donner dans quelques semaines, mais pas maintenant. Non, j'ai pas la ventilation. Non, j'ai pas la ventilation de ça en fait. Faudrait calculer, mais Si c'est une information qu'on peut diffuser et que vous avez l'information, on peut le réenvoyer dans le feedback ou en tout cas de faire un élément à la personne qui a demandé. c'est ça. Ou elle peut me recontacter et on en voilà. discutera. Emmanuel, je te conseille de contacter Davina. Si tu n'as pas le contact, et c'est la même chose pour l'ensemble des entreprises, évidemment, on l'envoie. Est-ce que, donc Thibaut qui mentionne, est-ce que les services auxiliaires viendraient sûrement rajouter une survaleur importante au projet? Vous les listez en options. Est-ce que c'est parce que vous les estimez difficilement combinables avec l'usage principal de cette installation? Alors, ça, c'est un choix plutôt, on va dire, évaluation du risque. Donc là, on était en contact avec différentes unités d'énergie qui sont aussi agrégateurs, etc. Et le discours, il est, si on a une unité de pompage-turbinage qui est en fonctionnement, elle sera d'office utilisée, elle va générer du revenu. Par contre, aujourd'hui, on ne peut pas garantir ce revenu. Parce que comme on l'a vu aussi dans la présentation précédente, effectivement, on peut avoir des moments où on a un pic et donc là, faire des chiffres assez intéressants sur quelques jours, en tout cas, en utilisant l'unité que quelques jours par an, mais ça, c'est pas garanti. Ça, c'est vraiment lié à la fluctuation du marché. Et donc, en général, eux ont une vision plus conservative où ils disent on ne prend en compte que les revenus garantis et il faut que le business model fonctionne avec que des revenus garantis. Parce que clairement, si ça fonctionne avec que des revenus garantis, d'office, ça fonctionnera encore mieux avec le reste et on sait qu'on utilisera le reste. C'est une vision compliquée à mettre en œuvre du coup avec la vision du marché actuel parce que du coup, le business model est extrêmement challenging, mais c'est vraiment cette vision plutôt sécuritaire parce que personne ne sait clairement dans 3 ans quel sera l'état du réseau et quels seront les revenus vraiment garantis. Et je pense que c'est aussi un retour d'expérience qu'ils ont eu de leurs précédents projets où maintenant les gens, je pense qu'ils sont un peu plus prudents. Mais c'est bien de voir que tout le monde n'est pas du côté prudent et je pense que c'est très bien. Il faut des gens qui prennent des risques parce que clairement, on sait que le stockage, et là je pense que tout le monde est d'accord, on va devoir développer des unités de stockage, c'est extrêmement important. Et c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est pas le jour où le problème sera là et on dira « Ah, bah, les économiques maintenant sont là parce qu'on a tel et tel problème ». Ça sera un peu trop tard, quoi. Merci. Comme c'est un projet pilote, on continuera à faire le suivi évidemment au sein du cluster et on se réjouit de pouvoir voir les résultats réels puisqu'il y aura une construction réelle. On n'est pas sur du soft ici, mais comme les deux projets, c'était deux projets très concrets qui arrivent en Wallonie. Un tout grand merci aux différents orateurs qui ont été très clairs. Voilà, on arrive à 12h30. On a un petit quart d'heure de délai, mais c'est souvent le cas. Mais je pense qu'on a tous une demi-heure devant nous pour manger et recommencer une autre visio. Voilà, je remercie les orateurs, les personnes présentes. L'ensemble de la formation sera envoyé, ça a été enregistré. Il y avait beaucoup de gens aussi inscrits qui n'ont pas pu se connecter, c'est souvent le cas. Je suggère aux différentes personnes qui ont encore des questions de contacter les différents orateurs. Un tout grand merci, bon appétit et à bientôt en présentiel, en tout cas en septembre. J'espère. Bon appétit à tous et bonne journée.